Les organisations des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires, réunies au sein de la Sénafara et de l'UDIR, ont lors de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance de la personne âgée, souligné qu'en privant le retraité de sa pension, le gouvernement ne le rassure pas de vieillir avec assurance. L'État congolais a-t-il les mêmes préoccupations pour les personnes âgées en général et en particulier les retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires? Non. Il ne faut pas se voiler la face. Les retraités que nous sommes vivons dans la précarité, la maltraitance. Et cette maltraitance des retraités, des personnes de troisième âge au Congo, se caractérise par la privation de la pension. Cyril Lungwe dit, à peine la situation difficile que traversent les pensionnés de la caisse de retraite des fonctionnaires qui accusent plus de 51 mois d'impayés de pension. Prenant en compte les informations mises à leur disposition, les participants estiment qu'en ne donnant pas satisfaction aux nombreuses revendications des organisations des retraités contenues dans leur cahier de charges, le gouvernement exerce une forme de maltraitance sur les personnes âgées que sont les retraités, ce qui ne peut leur garantir une vieillesse avec assurance. Le président de la Sénafara CREF a exhorté les responsables des institutions administratives d'alléger leur maltraitance en leur accordant des audiences afin d'examiner leurs préoccupations. Pour enrayer tant soit peu la maltraitance à nous imposer, les autorités devaient pouvoir s'investir dans la résolution des problèmes évoqués dans notre cahier de charges, qui date du mois de mars 2023. Chaque 15 juin, l'humanité commémore la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance de la personne âgée. Cette année, le thème a été « Oser vieillir avec assurance ». Le travail, que vous en ayez un, que vous en ayez besoin ou que vous dépendiez des autres pour en avoir un, le travail est essentiel à votre bien-être. Le travail donne un but, de la dignité à notre vie. Le travail nous donne notre humanité. Près de 500 millions d'hommes et de femmes ont besoin de travailler. Encore bien plus ont un travail, mais vivent dans la pauvreté. Des centaines de millions ne disposent pas des droits fondamentaux au travail pour que leur gagne-pain soit sain, sûr et salubre. L'Organisation internationale du travail est l'agence des Nations unies qui s'occupe du monde du travail. Elle a été fondée sur l'idée que la justice sociale est essentielle pour une paix universelle et durable. L'OIT s'attache à promouvoir le travail décent pour tous par le biais d'un agenda qui vise à donner aux gens une part équitable dans leur vie professionnelle et dans la société. L'OIT a été créée en 1919 dans le cadre du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, afin de garantir la justice sociale grâce au travail. Elle est devenue une agence spécialisée des Nations Unies, nouvellement créée après la Deuxième Guerre mondiale. Elle compte maintenant 187 pays membres, nombre qui continue de grandir. L'OIT a reçu le prix Nobel de la paix en 1969 et est considérée aujourd'hui comme l'autorité mondiale du monde du travail. Elle a eu un impact à des moments clés de l'histoire. Le travail de l'OIT touche à presque tous les aspects de notre vie. Que ce soit les réglementations fixant des normes de sécurité et de santé, ou de politiques visant à mettre fin à la discrimination, à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, les normes internationales du travail sont là pour nous protéger. Éradiquer le travail des enfants et le travail forcé. Assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Créer de nouveaux emplois de meilleure qualité. Renforcer les systèmes de protection sociale. Aider les hommes et les femmes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir au travail. Défendre les droits des travailleurs et des employeurs, y compris par le dialogue social.
Bonsoir à tous et à toutes, spectateurs de R7. Je m'appelle Nelson Judy, syndiqué CFDT, permanent syndical CFDT La Poste, pendant plus de 20 ans. Maintenant, je viens de prendre ma retraite. Et je travaille pour conscientiser les jeunes en Afrique qui ne savent pas ce que c'est qu'être syndiqué, ce que c'est qu'un syndicat dans un pays ou même dans le lieu de travail. Bonjour, nous abordons aujourd'hui les règles applicables en matière de liberté et de droit syndical concernant des règles communes, générales, applicables aussi bien aux organisations syndicales de salariés qu'aux organisations patronales d'employeurs. La liberté syndicale peut être une liberté individuelle, bien évidemment, mais ce peut être également une liberté collective. Qu'est-ce que cela signifie ? Liberté individuelle, cela signifie que chaque salarié, comme chaque employeur, a la liberté de se syndiquer. Donc c'est une liberté positive. Il n'y a pas de jugement de valeur quand nous employons le terme positif, c'est une liberté de faire. Cette liberté syndicale a également un versant négatif, c'est-à-dire c'est le droit de ne pas se syndiquer et c'est également le droit de se retirer de l'organisation syndicale. Concernant la liberté collective, nous sommes donc sur le terrain de l'organisation. L'organisation a donc le droit de syndiquer. C'est une liberté positive, collective. L'organisation a le droit de syndiquer des salariés. L'organisation a le droit de syndiquer des employeurs. L'organisation a également le droit de refuser une adhésion ou d'exclure un adhérent. Mais attention, l'organisation n'a pas le droit de discriminer. Donc l'organisation ne peut pas refuser une adhésion pour des raisons discriminatoires. L'organisation ne peut pas exclure une personne pour des raisons discriminatoires. Cependant, l'organisation a le droit de refuser une adhésion ou a le droit d'exclure un adhérent parce que cette personne est un activiste d'une organisation qui prône des idées contraires aux valeurs de l'organisation syndicale. Donc dans ce cas, l'organisation est en droit de refuser l'adhésion ou bien d'exclure la personne, mais c'est un droit, vous voyez, qui est encadré. L'organisation syndicale fonctionne selon le principe de la spécialité au regard de son objet. Une organisation syndicale, professionnelle, a exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs, des personnes visées dans ces statuts. Donc l'organisation syndicale va pouvoir défendre les droits des personnes visées dans ces statuts, va pouvoir défendre les intérêts, et vous voyez que c'est très large, les intérêts matériels, bien évidemment, mais également les intérêts moraux, que ce soit des intérêts individuels ou des intérêts collectifs. Cela signifie que l'organisation syndicale ne peut pas avoir un objet politique. L'organisation syndicale ne peut pas être le relais, la courroie de transmission d'un parti politique. Bien évidemment, l'organisation syndicale va jouer un rôle politique dans la cité, notamment en défendant un certain nombre de revendications professionnelles, mais ce n'est pas un organe politique. De la même manière, l'organisation syndicale n'a pas un objet commercial. L'organisation syndicale n'est pas un commerçant. La création des organisations syndicales est extrêmement simple. Les syndicats peuvent se constituer librement. Cela implique néanmoins un certain nombre d'obligations. Il faut rédiger des statuts et il faut les déposer à la mairie de la localité. Il doit donc y avoir rédaction des statuts du syndicat et dans les statuts, le syndicat va indiquer quelles sont les personnes qu'il entend défendre, quels sont les salariés ou quels sont les employeurs qu'il entend défendre sur le plan professionnel et sur le plan géographique.
Et dans les statuts, on doit indiquer les noms des dirigeants du syndicat et donc tout adhérent, selon les règles applicables dans l'organisation syndicale, peut être dirigeant. Il ne doit évidemment y avoir aucune discrimination en la matière. Les organisations syndicales ne restent pas isolées. Cela signifie que le syndicat, qui a pu être créé à un endroit donné, en fonction d'impératifs géographiques, en fonction d'impératifs professionnels, eh bien ce syndicat, il va adhérer à d'autres organisations. Il va se regrouper avec d'autres syndicats. Sur le plan professionnel, il va adhérer le plus souvent à une fédération de syndicats et cela va manifester la solidarité professionnelle. Il va également adhérer à une union et suivant les organisations, on va plutôt parler d'union locale, d'union départementale, d'union régionale et ces unions de syndicats vont manifester une solidarité territoriale. Ces fédérations qui regroupent les syndicats sur le plan professionnel et ces unions qui regroupent les syndicats sur le plan géographique vont se regrouper et vont donc créer des confédérations. Et donc nous avons des confédérations de salariés, la CFDT, la CGT, la CGT Force ouvrière, la CGC, la CFTC et encore quelques autres. Et puis nous avons des organisations confédérales sur le plan patronal, le MEDEF, la CPME, l'U2P, et puis nous avons également d'autres organisations. Ces organisations se regroupent selon le principe du fédéralisme. Cela signifie que chaque organisation, au niveau professionnel, ou chaque organisation sur le plan géographique, chaque organisation conserve une certaine autonomie, une certaine liberté d'agir. Vous le voyez, les organisations syndicales obéissent à un certain nombre de règles juridiques en termes d'organisation et en termes de structuration. Ce qui est donc important de garder en tête, c'est que ces organisations syndicales vont répondre et vont participer de deux solidarités, une solidarité géographique, une solidarité professionnelle, en vue d'agir exclusivement sur le terrain des revendications professionnelles. Syndiquer, c'est important, c'est toute une vie. N'hésitez pas à vous syndiquer parce que vous avez des droits et vous avez aussi des devoirs. Je suis avec un confrère bien-aimé qui va se présenter et qui va dire beaucoup de choses parce qu'il n'est pas comme tous les autres. Il n'est pas au Congo, il n'est pas à Paris, mais il est à Abidjan. Imaginez quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui vient en France pour se chercher, alors que lui, il a quitté la France pour aller aider ceux qui sont là-bas en difficulté. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des Européens qui aident les Africains à pouvoir se faire une issue professionnelle, car une issue de vie. Et lui, il est parti pour les aider. Et il va se présenter. Merci, merci Nestor. Donc, je me présente, Didier Slivka. J'étais moi également permanent CFDT depuis 1997 jusqu'au mois de janvier de cette année, où j'ai pris ma retraite. Et finissant ma carrière à la CFDT en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient pour la Confédération CFDT, je suis tombé amoureux de ce continent et j'ai décidé donc de venir m'y installer à ma retraite. En plus, j'ai rencontré ma femme, qui est ivoirienne, et donc me voici depuis le mois de mars, depuis fin mars, à Abidjan, où je commence à m'installer doucement. Alors, comme je dis souvent, souvent on dit en France, quand c'est un Africain qui vit en Europe, on dit c'est un immigré. Et quand c'est un Européen qui va en Afrique, on dit c'est un expatrié. Moi, je ne me considère pas comme expatrié, je me considère comme immigré, comme les Africains qui viennent en Europe, mais là, immigré européen qui vit en Afrique. Et donc, j'ai eu les démarches à faire qui sont
certainement beaucoup moins dur que pour les Africains qui viennent en Europe. Mais voilà, j'ai dû faire tout un parcours administratif pour pouvoir obtenir ma carte de résident que je viens d'avoir depuis une quinzaine de jours. Donc, je suis résident français en Côte d'Ivoire, ce qui me permet donc de m'installer plus facilement. Alors, la Côte d'Ivoire, outre que c'est la saison des pluies, donc il pleut beaucoup et qui fait en ce moment moins chaud chez nous que chez vous. Ouais, déjà, je dis chez nous, je me considère déjà comme presque ivoirien. Donc, j'en ai profité pour contacter les copains des syndicats ivoiriens. Alors, le syndicalisme en Côte d'Ivoire, c'est en gros à peu près 5 à 6 centrales syndicales très importantes pour une population d'un peu plus de 30 millions d'Ivoiriens. Et je pense que comme les autres pays d'Afrique francophone que je connais le mieux, tout ce qui est ethnie, chefferie est importante ici, joue un rôle important, mais vous devez connaître ça, vous, amis congolais. Donc, il faut savoir qu'il y a 74 ethnies à peu près en Côte d'Ivoire, donc 74 langues différentes, et que tout ce qui fait derrière tout ce petit monde, c'est le français. Le syndicalisme africain, donc comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 5 à 6 centrales syndicales importantes, reconnues et importantes, mais malheureusement avec un nombre d'adhérents qui n'est pas très important, du fait que, comme la plupart de l'Afrique, la majorité de la population est dans l'économie informelle et qu'il y a très peu de syndiqués, voire pour ainsi dire pas du tout de syndiqués dans l'économie informelle. Donc la plupart des syndiqués sont dans la fonction publique et dans la fonction publique plus principalement dans l'enseignement. Alors, le problème qu'il y a ici, c'est du fait de cette problématique de peu d'adhérents, ces syndicats ont peu de moyens de subsistance, d'intervention. Même s'ils font des formations, des réflexions et qu'ils produisent des choses, ils ont peu de personnes pour les porter et il est dur de se faire entendre auprès du gouvernement. De plus, il faut savoir que comme ils ont peu de financement, comme il y a peu d'adhérents, contrairement à ce que nous on vit en Europe et principalement la CFDT, où 70% du budget de la CFDT vient des cotisations, ce qui permet d'avoir une autonomie et une indépendance importante. Ce qui n'est pas le cas des autres syndicats que j'ai vus en Afrique. Et donc, ils sont subventionnés en partie par le gouvernement. Ce qui leur permet d'un côté de subsister. Mais du coup, qui leur donne une marge de manœuvre plus faible pour pouvoir revendiquer. Même s'ils obtiennent des choses et qu'ils font des négociations, qu'il y a des espaces de concertation et de négociation avec les syndicats, il y a des espaces de dialogue sociaux importants. Mais voilà, il y a encore... le chemin est long. Je veux dire, ce que je constate moi ici, c'est que, en gros, par exemple, sur les jours de congé, les congés annuels, c'est un peu... chacun fait ce qu'il veut, même s'il y a des lois importantes. Il y a des patrons qui se permettent de ne pas payer les congés payés. Donc, c'est un gros souci pour les gens, et notamment pour les gens qui vivent seuls, parce qu'ils sont souvent obligés de prendre leur mois de congé d'affilée, sans coupure. Et qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne sont pas payés, il faut bien payer son loyer, il faut manger, il faut vivre normalement. Donc, ça nécessite de faire des autres petits boulots à côté, ou je sais pas, enfin... Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on dit à la CFDT, et moi je suis tout à fait d'accord au niveau européen, de dire ce qui est important, c'est que ce soit de la négociation de branches et qu'il y ait le moins possible d'États qui interviennent dans ces négociations, c'est-à-dire de négocier entre adultes, entre syndicalistes et patrons, et par branche, je trouve ça tout à fait bien. Mais ça, c'est valable pour l'Europe et pour la France principalement. Je pense que c'est beaucoup moins valable pour certains pays africains où il faudrait quand même des lois cadres et que surtout que ces lois, parce qu'il y a des pays où elles existent, mais elles soient respectées et comment les faire respecter. Ça, c'est plus compliqué.
En tout cas, merci déjà de ce que tu viens de nous raconter. C'est pas évident de voir un Français qui immigre dans un pays africain et je me rends compte que cet échange-là est important pour qu'on se forme chacun de tous les côtés. Parce que nous savons que le syndicat ou bien le syndicalisme est important dans un pays pour qu'il y ait un équilibre politique entre ceux qui gouvernent et les gouvernants. Parce que on ne peut pas seul décider de faire vivre un pays. Il faut qu'il y ait des balances. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, voilà, ça, c'est pas bon, voilà comment on peut faire. Et le syndicat, comme on le fait souvent dans les pays européens, a bien sa place. En tout cas, merci de nous avoir donné cette orientation et nous pensons que, pour ce qui concerne le Congo-Brazzaville, d'où nous sommes originaires, en tout cas pour ce qui nous concerne, il y a beaucoup de choses à faire. Le syndicat au Congo, d'après ce que j'entends et d'après l'expérience que nous en avons, il est à refaire, fondamentalement. Les patrons ne respectent rien. J'ai comme expérience un certain monsieur Isard Olivier qui ne payait pas ses agents à la SNEL. Il fallait qu'on intervienne pour qu'il puisse les payer. Alors que c'est quand même un Français. Ici, les lois sont respectées. Et pourquoi, quand on arrive en Afrique, les lois ne sont plus respectées? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de corruption. Les agents, les travailleurs peuvent aller se plaindre, mais à qui peuvent-ils aller se plaindre? Alors, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Destor. Alors, moi, j'ai vu ça et au moment où j'étais en fonction, et ce que nous, on travaillait, et je pense que mes collègues continuent à travailler là-dessus, notamment l'Institut Belleville, qui est l'Institut de coopération de la CFDT pour le monde, et où on a principalement beaucoup de travaux avec l'Afrique, mais pas seulement, c'est de travailler sur le devoir de vigilance. Parce que sur ces boîtes étrangères, et notamment quand c'est les boîtes françaises, je pense que les syndicats qui sont en France doivent jouer un rôle pour les travailleurs qui travaillent à l'étranger, dans ces boîtes françaises, sur un devoir de vigilance. Voilà, il y a aussi des choses à faire en France pour permettre à ces gens qui travaillent dans des boîtes françaises à l'étranger d'être dans de meilleures conditions que dans lesquelles ils sont actuellement. Voilà déjà quelque chose de bien qu'on peut relater parce que nous sommes ici pour conscientiser la population. Beaucoup de gens dans nos pays ne sont pas informés. Au Congo-Brazzaville, il y avait des syndicats forts. Aujourd'hui, ils ne le sont plus parce que le parti a pris le dessus. Donc, il faut séparer le parti et les organismes syndicaux. C'est vrai que nous nous référons souvent à cette charte d'Amiens. Elle date de 1906 et mérite donc à être réfléchie dans le contexte qui a conduit à son adoption. Car si nous nous réclamons toujours du principe d'indépendance voté à Amiens, nous ne pouvons pas en transposer littéralement les affirmations dans le contexte d'aujourd'hui. Revenons donc en octobre 1906. Nous sommes à Amiens où la CGT tient son 9e congrès. Victor Griffuls, secrétaire général, et Émile Pouget déposent une motion pour la tendance majoritaire de la Confédération. Motion dont l'objet essentiel est d'affirmer les buts de la CGT dans une conception révolutionnaire dont les finalités sont la suppression du patronat et du salariat. Griffuls veut que cette perspective prenne l'ascendant sur celles et ceux qui se limitent à une finalité réformiste. Cette perspective révolutionnaire, la motion la traduit en affirmant 2 nécessités conjointes. D'une part, une action visant l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail et l'augmentation des salaires. D'autre part, une action qui prépare l'émancipation intégrale des travailleurs
qui ne pourra se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Cette affirmation conjointe de ces deux finalités de l'action syndicale, la charte d'Amiens l'exprime sous l'expression de double besogne. Ce qu'affirme la charte d'Amiens, c'est que le syndicat est appelé à devenir la base même de la réorganisation sociale. C'est cette volonté de considérer le syndicat comme un collectif légitime pour organiser une société nouvelle qui permet de comprendre l'affirmation de l'indépendance des syndicats par rapport aux partis politiques. Le syndicalisme s'est affirmé ce jour-là comme capable de penser et de fonder la réorganisation sociale et comme légitime à le faire hors de l'emprise des partis politiques. Donc, ne nous méprenons pas. La charte d'Amiens n'affirme pas que le syndicalisme doit s'abstenir de faire de la politique. En proclamant sa finalité d'abolition du capitalisme par l'expropriation, la charte d'Amiens est fondamentalement politique. Mais ce qu'elle affirme, c'est que pour que le syndicalisme puisse mener ce projet politique dans son champ propre, il doit s'abstenir de toute dépendance partisane. En même temps, la charte d'Amiens reconnaît la liberté de chaque syndicaliste à militer dans une organisation politique, mais en lui demandant de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. Il ne faut pas qu'ils soient mélangés. Chacun de son côté, il travaille, et puis il y a un espace de concertation, on décide des lois qu'on peut édicter pour faire avancer. De retraite des fonctionnaires réunis au sein de la Sénat-Fara et de l'UDIR lors de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance de la personne âgée, soulignait qu'en privant le retraité de sa pension, le gouvernement ne le rassure pas de vieillir avec assurance. L'État congolais a-t-il les mêmes préoccupations pour les personnes âgées en général et en particulier les retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires? Non, il ne faut pas se voiler la face. Les retraités que nous sommes vivons dans la précarité, la maltraitance. Cette maltraitance des retraités, des personnes de troisième âge au Congo, se caractérise par la privation de la pension. Cyril Oulungwe dit, à peine la situation difficile que traversent les pensionnés de la caisse de retraite des fonctionnaires qui accusent plus de 51 mois d'impayés de pension. Prenant en compte les informations mises à leur disposition, les participants estiment qu'en ne donnant pas satisfaction aux nombreuses revendications des organisations des retraités contenues dans leur cahier de charges, le gouvernement exerce une forme de maltraitance sur les personnes âgées que sont les retraités, ce qui ne peut leur garantir une vieillesse avec assurance. Le président de la Sénat-Fara Cref a exhorté les responsables des institutions administratives d'alléger leur maltraitance en leur accordant des audiences afin d'examiner leurs préoccupations. Pour enrayer tant soit peu la maltraitance à nous imposer, les autorités devaient pouvoir s'investir dans la résolution des problèmes évoqués dans notre cahier de charges, qui date du mois de mars 2023. Chaque 15 juin, l'humanité commémore la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance de la personne âgée. Cette année, le thème a été « Oser vieillir avec assurance ». Mais ces gens-là, ces personnes âgées, qui sont retraitées aujourd'hui, de quoi vont-ils vivre? La retraite n'est pas payée. Moi, ma pauvre mère, on ne paye pas la retraite. Alors qu'elle a travaillé, elle a cotisé. Au fait, le principal problème que nous avons dans les pays africains, c'est la corruption. C'est-à-dire que vous cotisez dans un système social, l'argent est retenu à la source par les politiques. Et c'est ça le problème qu'on doit régler. Qu'est-ce que toi tu en penses entre le politique qui prend l'argent, qui pointe l'argent des contribuables, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui sont à la retraite, et puis depuis, ils ne sont pas payés. Comment peut-on régler cette situation pour que ces retraités puissent être payés convenablement? Déjà, je pense qu'il faudrait rémunérer mieux les gens, parce que même en France, on commence à voir, même dans la fonction publique,
des secteurs où les gens sont très mal payés et où il y a commence à avoir un peu de corruption. Donc je pense que c'est un problème de salaire. Alors il y aura toujours des gens qui seront corrompus, qui se laisseront corrompre, mais je pense qu'il y a des gens qui sont corrompus parce qu'ils ont vraiment des salaires avec lesquels ils ne peuvent pas vivre. Je ne dis pas que c'est bien et que c'est une bonne raison. J'essaie d'expliquer, de comprendre des choses. Comprendre, ce n'est pas approuver, mais c'est une réalité qu'il y a et qui fait. C'est un peu comme le travail des enfants. Moi, j'ai beau être contre le travail des enfants, mais je sais que c'est une réalité dans beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, mais les pays, moi, j'ai vu, c'est en Afrique. Et c'est pas en décrétant du jour au lendemain qu'il ne faut pas que ça va s'arrêter comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de mines artisanales dans lesquelles travaillent des enfants et des adultes dans des conditions extrêmement dangereuses. Donc il y a tous les ans énormément de morts dans ces mines artisanales. On leur a dit, vous savez qu'il y a du travail d'enfants dans les mines artisanales de cobalt? Vous savez que vous avez une responsabilité par rapport à ça? Et la plupart nous ont dit, nous on respecte la loi. Le cobalt est majoritairement extrait en République démocratique du Congo et le cobalt est utilisé pour nos téléphones portables, nos voitures électriques, nos ordinateurs portables. Seulement, l'exploitation du cobalt génère d'importantes violations de droits humains. Ceux qui extraient le cobalt peuvent être des enfants ou bien des adultes qui travaillent dans des situations extrêmement dangereuses. Ce minerai est intégré dans les composants de batterie et se retrouve dans les produits portatifs, donc les téléphones portables, les ordinateurs portables ou les véhicules électriques. Il y a 50% des réserves mondiales qui proviennent de République démocratique du Congo. Dans les grandes marques sur lesquelles Amnesty a enquêté, on a trouvé Microsoft, Hewlett-Packard, Renault, Samsung et une vingtaine de multinationales qui achetaient du cobalt à Huayou Cobalt, qui est un fournisseur chinois de composants de batterie. Parfois, il passe près de 12 heures dans les tunnels. L'enfant le plus jeune qu'on a trouvé dans les mines avait 7-8 ans et l'UNESCO parle de 40 000 enfants qui travaillent dans les mines du sud-est de la République démocratique du Congo. Toutes ces situations sont choquantes parce que ce sont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, travaillent de nombreuses heures d'affilée, peuvent avoir des problèmes et pour leur santé et pour leur croissance à cause des sacs qu'ils portent et de la poussière extrêmement toxique qu'ils sont en train de trier. C'est l'une des pires formes du travail des enfants. Après, c'est beaucoup d'engagement, donc il y a beaucoup de promesses. Les autorités congolaises n'ont pas beaucoup de moyens pour déléguer et envoyer des inspecteurs du travail dans les mines artisanales. Un chercheur d'Amnesty s'est rendu récemment sur le terrain. Il a participé à un grand forum avec les autorités congolaises, les entreprises, etc. Il est allé sur les mines à côté de ce forum et il a encore vu une quarantaine d'enfants qui portaient des sacs de cobalt. Mener les entreprises devant des tribunaux au cas où elles aient contribué à des violations de droits humains. Tout ce qui est syndicalisme est dans la durée. On travaille dans la durée. Donc il ne faut pas non plus que ça soit un frein. Il faut se projeter chaque fois. Se dire voilà, on commence maintenant. Peut-être qu'on ne sera même plus là quand ça va changer. Mais il faut commencer à travailler. Et puis il faut former des gens qui prendront la succession pour continuer ce travail. Parce que c'est un travail. Parce qu'il y a toujours des gens qui essaieront de défaire ce qu'on a essayé de faire. Surtout quand il s'agit de progrès social. Il y a toujours des gens, on voit bien en Europe, tous les acquis qu'il y avait eu à une époque, on a commencé à dire il faut au moins les garder, et maintenant on commence à dire il faut moins perdre que ce qu'on pourrait perdre. Mais on est déjà même plus dans l'idée de gagner des acquis, même plus de garder ce qu'on a, mais c'est de perdre un peu moins que ce qu'on pourrait perdre. Je veux dire, c'est quand même catastrophique. Quand on voit que les acquis qu'il y a eu sociaux en France après l'après-guerre, alors que la France n'avait plus un sou après la guerre, mais c'est là qu'il y a eu la sécurité sociale, c'est là qu'il y a eu les congés payés, c'est là qu'il y a eu plein de choses, alors que les caisses de la France étaient vides. Donc, quand il y a une volonté, il faut qu'il y ait une volonté politique
Souvent, on met des problèmes économiques avant les politiques. Non, il faut la volonté politique et après, on met l'économie au service de l'action politique et pas l'inverse. Je suis d'accord avec toi. Pas l'inverse. Il faut qu'en Afrique, nous puissions prendre l'exemple de ce qui s'est passé en Europe. Dans le social, par exemple. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle ASE, l'ASE, l'aide sociale par l'enfance, qui est bien développée ici en Europe, même s'il y a des lacunes. Il y a un seul pays où je trouve que l'aide sociale à l'enfance est bien construite. Vous avez sans doute entendu parler du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance rendu public le 8 avril 2025. Un rapport qui fait état de défaillances dans le système censé protéger les enfants en danger. Mais concrètement, comment ce système fonctionne-t-il? L'aide sociale à l'enfance, l'ASE, intervient auprès des mineurs de 0 à 18 ans, parfois auprès des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Le but, protéger l'enfant contre tout risque pouvant compromettre son développement physique, affectif, intellectuel ou social. Prenons un exemple fictif, celui de Julien, un garçon de 6 ans. Une connaissance de la famille a fait un signalement anonyme au 119, le numéro de l'enfance en danger. Elle sait que l'enfant subit des violences à la maison et a remarqué des hématomes sur son visage. Si l'écoutant du 119 soupçonne effectivement des éléments de danger, il peut rédiger un compte-rendu et transmettre l'information préoccupante à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il y a une CRIP dans chaque département. Elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire avec des compétences dans le domaine social, éducatif et médical, avec des travailleurs sociaux ou des médecins en PMI, et les professionnels évaluent ensuite la situation de l'enfant. À ce stade, 3 options sont possibles. Il n'y a pas de danger avéré, donc pas de suite. Il y a un risque, mais pas immédiat. L'ASE peut proposer une mesure d'action éducative à domicile avec l'accord des parents. Julien reste donc chez lui. Et si les parents refusent le suivi ou s'il y a un danger immédiat, le juge des enfants est saisi. Il peut imposer une mesure judiciaire à domicile, comme une AEMO, ou une mesure de placement dans une famille d'accueil, en foyer ou chez un tiers digne de confiance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ASE ne se résume pas au placement. L'objectif est au contraire de maintenir l'enfant le plus possible dans sa famille et de le placer seulement si c'est nécessaire et dans son intérêt. Fin 2023, près de 397 000 enfants étaient suivis par l'ASE. 44% vivaient encore chez leurs parents avec un accompagnement et 56% étaient placés en famille d'accueil, en foyer ou chez un tiers. Mais dans les faits, il arrive que parfois le système censé protéger échoue. Certains enfants subissent de nouvelles violences après avoir été placés en institution. Le manque de moyens, le turnover des professionnels peuvent conduire à des carences éducatives ou à des drames. Des enfants se suicident, comme Lily, 15 ans, dans la chambre d'hôtel où elle avait été placée. D'autres subissent des maltraitances, comme à Châteauroux, ou encore des bébés sont placés dans des pouponnières en sureffectif et développent des formes de dépression. Qui est responsable des défaillances du système? En France, c'est le département qui est chef de file de la politique de protection de l'enfance. Mais l'État est aussi responsable de cette politique publique aux côtés des départements. Le rapport de la commission d'enquête a fait 92 recommandations pour améliorer le système. Parmi elles, il appelle l'État à prendre ses responsabilités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le mediasocial.fr. C'est parce que tu connais. Moi, quand j'y étais, il y avait des camions qui passaient dans les rues. S'il y avait un sans domicile fixe, on le prenait. Chez nous, des sans domicile fixe, on les prend, on les tue, on les expose dehors pendant un jour, on vient casser les maisons des parents. C'est ça l'ASE chez nous. Quand on voit un sans domicile fixe, même s'il est tatoué, on le prend, on le tue. Ils appellent ça des bébés noirs de Kuluna. Alors là, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le problème économique, puis il y a un problème culturel aussi. Je veux dire que après, il y a des cultures, des coutumes qui font que, et pour là, il faut faire avec, quoi. Je veux dire, on ne peut pas non plus venir d'Europe et dire, voilà, nous, on a la science infuse, on a tout bon, et vous avez tout faux, parce que c'est pas vrai, on n'a pas tout bon non plus, même s'il y a beaucoup de choses qui sont mieux. Non, ce qui est un peu regrettable aussi avec l'Afrique, c'est que moi, c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est que c'est un continent beaucoup plus riche que l'Europe. Dans ses sous-sols, l'Afrique a des choses que l'Europe n'a pas. L'Europe n'a pas de diamants, n'a pas de cobalt, n'a pas de cuivre, il n'y a pas tout ça. En Europe, il y a du charbon. C'est tout. En Afrique, il y a toutes les matières premières et c'est un des continents les plus pauvres, si ce n'est pas le plus pauvre. Et le pire de tout, c'est que dans les pays où il y a les gens les plus pauvres, c'est où les sous-sols sont les plus riches. Donc, ça pose quand même problème. On peut donner l'exemple de l'Afrique du Sud, de la RDC et de la Guinée-Conakry. Alors, moi, sur cela, j'ai fait l'Afrique du Sud et la Guinée-Conakry.
Guinée-Conakry, c'est terrible. Et la France est en partie fautive. Parce qu'elle a beaucoup exploité le sous-sol guinéen. Alors que c'est un des sous-sols les plus riches d'Afrique. Je crois que c'est le 3e ou 4e pays le plus riche, qui a le sous-sol le plus riche. Et la population est pauvre. Ça, c'est quand même ça, c'est un vrai problème. Et ce continent pourrait être riche de nord au sud, hein. Il y aurait une bonne répartition. Il y aurait moyen de faire que ce soit le continent où les gens pourraient vivre heureux. En tout cas, Didier, tu as bien dit, c'est le continent le plus riche, mais c'est aussi le continent le plus pauvre, où les gens viennent mourir en Méditerranée, pouvoir chercher de quoi se nourrir à l'étranger. Moi, j'ai vu des gens en Italie venir mourir avec leurs enfants, des femmes et des enfants morts. Des Camerounais, des Maliens qui arrivent de l'Algérie, du Maroc, ils veulent traverser, mais ils prennent la mort. Alors que dans leur sous-sol, il y a des richesses. Au Mali, c'est un pays où il y a l'or, beaucoup d'or. À Kidal, par exemple, même au Burkina Faso, il y a beaucoup d'or. Comme au Niger, il y a l'uranium. Pourquoi les gens souffrent? C'est le politique. Le politique n'est pas consciencieux, ou bien, je me pose la question, comment sont fabriquées les politiques qui gèrent l'Afrique, notamment l'Afrique centrale où c'est tellement riche, mais où il n'y a que des dictateurs. Et même si vous êtes des dictateurs, mais pensez au social. Le social, ils le volent. Il n'y a même pas de sécurité sociale. Et il n'y a même pas d'hôpitaux. Figurez-vous, écoutez, il y a le soleil, il y a de l'eau, mais les gens n'ont pas d'eau chez eux, ils n'ont même pas d'électricité. Lénine avait dit, il faut le courant et l'eau dans tout le pays pour que nous soyons industrialisés. Si vous n'avez pas le courant, vous ne pouvez pas être industrialisé. Jamais. Vous n'avez pas l'eau, déjà l'eau c'est important pour la vie. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Bakongo. Pour avoir de l'eau, ça a des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour ramener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut... Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le 2e fleuve le plus puissant au monde. Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. On ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venir se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. Eh bien, c'est la mort qui vous attend. Donc, l'Afrique centrale, par exemple, contient l'eau, l'électricité, mais dans les maisons, il n'y a rien. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, oh, moi, ça fait 2 jours que je n'ai pas de courant. Mais comment se fait-il que 2 jours, vous n'avez pas de courant? Alors, vous êtes bien. Faites chez vous pour que vous ayez le courant. En fait, le politique ne le fait pas. Tout l'argent qu'ils peuvent ramener, ça va dans leur poche. Les milliards qu'ils emmagasinent, ils ramènent à l'étranger et ils ne laissent rien chez eux. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde.
des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette corruption? Oui. Beaucoup de gens dans la rue parlent de corruption, oui. Dans les pays d'Afrique où j'ai été, énormément. Énormément. Donc, voilà pourquoi il faut, quand je parle avec des gens, ils disent, grand frère, il nous faut des nouvelles équipes de politique pour diriger le continent. Parce que les gens que nous avons ici, ils sont tellement âgés. Par exemple, je connais un pays, qui est le Cameroun, où le plus jeune qui est élu, il a 80 ans. Sinon, tous les autres, ça dépasse 90. Alors, comment dans ces moments-là, on peut diriger un pays quand on le voit de l'arrière? On ne se projette pas. Or, les jeunes se projettent. Un pays où il n'y a pas la jeunesse, ce pays-là n'avancera jamais. Si aujourd'hui la Chine, elle est ce qu'elle est, parce que la Chine a beaucoup misé sur la jeunesse. En Afrique, la jeunesse, elle est mise à l'écart. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà pourquoi, toi comme moi et les autres aussi, nous devrons conscientiser notre jeunesse et en même temps le politique. Mais le problème, c'est que ici, la jeunesse, elle a du mal à se projeter. En Afrique, la jeunesse a beaucoup de mal à se projeter. Je vois un peu... alors effectivement, c'est terrible parce que d'un côté, il y a un taux de chômage assez important. Les jeunes ont du mal à trouver un emploi. Et à côté de ça, tu as les gens qui travaillent 6 jours sur 7. Ma femme travaille 6 jours sur 7, par exemple. Et voilà, et c'est assez courant. Après, et ça va m'amener à l'autre partie de notre petite conversation. Il y a des choses à faire en interne, et mais on peut s'appuyer aussi sur des instances externes. Et notamment, au mois de juin de chaque année, se déroule au mois de juin la Conférence internationale du travail, la CIT, qui se réunit à Genève pendant 15 jours, aux Nations Unies. C'est à peu près 3000 participants qui sont là. Et c'est une conférence tripartite, c'est-à-dire qu'il y a les gouvernants, les ministres, les conseillers des ministres, des délégations. 5 au 28 février 2025 à Grand-Bassam.
Parmi les participants figurent les dirigeants et membres des syndicats, la société civile, les ONG, et le grand public. Les partenaires clés sont les affiliés de la CSI Afrique en Côte d'Ivoire. À tous, dire merci. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas surpris parce que par l'action du gouvernement, le dialogue social est en train de monter en puissance, pas dans le verbe, mais dans les actions. On a bien vu que nous avons été bénéficiaires d'un décret qui aura permis la création de comités sectoriels dans l'ensemble des 34 départements ministériels. Excellent Monsieur le Premier ministre, nous voudrons que vous transmettez à son Excellence le Président de la République toute notre gratitude et notre esprit reconnaissance pour cette démarche courageuse qui implique que le gouvernement, qui est l'un des plus grands employeurs, et les travailleurs que nous sommes, nous puissions être dans une valeur sociale franche et constructive. Demain, les employeurs, nous devons leur dire merci. Parce qu'en marge de cette discussion avec le gouvernement, ils ont accepté de façon volontaire d'aller avec les centrales syndicales pour une discussion aussi qui aboutit à un accord gagnant-gagnant avec la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire et leurs alliés. Merci beaucoup. Merci d'être venus, mais il y a un grand événement où nous devons être comme à Chantilly-Protocole, nombreux. C'est le vendredi. À 8 h, l'ancienne route à la Y va être bordée de monde pour la marche citoyenne, où il y aura de la fanfare. Une voiture de parade, et on va faire la fête pour venir à la préfecture. Merci beaucoup. Jusqu'à la mort. On va lutter jusqu'à la mort. Je voudrais aussi souhaiter au nom du gouvernement ivoirien, conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre ici présent, le traditionnel Akwaba à tous. Merci d'être venus en Côte d'Ivoire. Ce forum est une opportunité unique pour le renforcement de la solidarité syndicale, des échanges sur les défis du monde du travail et de la formulation de nouvelles recommandations en faveur d'une Afrique plus unie, soudée, solidaire et émergente. Je voudrais également saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'ensemble de ses actions visant à consolider la paix et surtout à améliorer de façon remarquable les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Grâce au leadership éclairé du chef de l'État, le dialogue tripartite est plus qu'une réalité en Côte d'Ivoire et le bien-être des travailleurs est au cœur de l'action gouvernementale. Les fruits de ce dialogue social constructif et inclusif sont notables avec des avancées majeures obtenues en faveur des travailleurs à travers notamment le Code du travail, des protocoles d'accord portant trêve sociale. Un témoignage particulier à tous ces syndicats, parce que c'est grâce à eux que la trêve sociale a pu être célébrée dans notre pays depuis plusieurs années. Cette trêve sociale qui est le résultat de nombreuses négociations, de nuits blanches et de débats, souvent très difficiles, mais toujours avec l'esprit de fraternité pour préserver la paix dans notre pays et donner la chance à la Côte d'Ivoire de continuer son progrès social, économique, culturel et spirituel dans un esprit apaisé. Et je voudrais qu'on les acclame très fort, que face aux nombreux défis économiques, sécuritaires, environnementaux et climatiques, face aux chocs multiples que connaît le monde et auxquels font face nos États et nos populations, il nous faut trouver des mécanismes innovants pour répondre efficacement aux attentes des travailleurs. Mais nous devons préserver la paix sociale, la paix politique et accélérer la modernisation ainsi que la transformation de nos économies pour être en mesure d'apporter des réponses
très clair et très net aux préoccupations des travailleurs. Cela exige beaucoup d'écoute. Il faut savoir s'écouter. Cela exige beaucoup d'ingéniosité. Il faut savoir faire les calculs pour sur tous les intérêts des uns et des autres. Il faut savoir mutualiser les idées et il faut savoir les analyser. Voici les ingrédients qui composent du dialogue social. C'est pourquoi le gouvernement de Côte d'Ivoire reste très attentif aux conclusions de vos travaux qui, nous l'espérons, aboutiront à des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des rapports entre le gouvernement et les syndicats du monde du travail pour une paix durable dans nos États. Nos États ont besoin de progresser dans le calme et dans la sérénité. Parce que dans le bruit, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas se comprendre non plus. Je souhaite plein succès à vos travaux que je déclare ouverte la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la Confédération syndicale internationale, région Afrique. Je vous remercie. Et cette confédération, c'est un peu comme l'ONU, a des sections régionales. Pour l'Europe, en ce qui concerne l'Europe, c'est la CES, la Confédération européenne des syndicats. Et Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT, a été président de la CES pendant un mandat. Et pour l'Afrique, il y a la CSI Afrique, qui a ses bureaux à Lomé, qui forment des gens, qui tiennent des réunions, ils font beaucoup de réunions, ils font beaucoup de formations, notamment avec les femmes, avec les jeunes et tout. Et donc voilà, donc tout ça, un syndicat, où qu'il soit en Afrique, peut contacter la CSI Afrique pour lui demander de l'aide, pour s'affilier, pour être soutenu. Et après, ça peut lui donner, par ce biais, des passages, après un certain temps, au niveau de l'OIT. Et cette réunion qui se déroule à Genève pendant 15 jours est un moment important aussi parce qu'il y a des moments informels. Par exemple, c'est là que moi, je rencontrais beaucoup les copains parce que je ne peux pas tout le temps aller dans les syndicats en Afrique, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, il y avait des syndicats où c'était plus compliqué que d'autres pour y aller. On se retrouvait à Genève et on pouvait discuter. C'est bien cette information parce qu'il y a un nom qui sort dans ce CIC Afrique, celui qu'on connaît toi et moi. Il faut qu'on puisse l'appeler pour savoir comment on peut le faire se rencontrer avec les syndicats en Afrique, notamment en Afrique centrale, que ce soit Congo, Kinshasa, Brazza, Cameroun, enfin, ce côté-là, pour que parce que ce qui se passe, c'est quoi? L'Afrique centrale, elle est mise à l'écart. Et ils n'ont pas tellement d'informations sur ce qui se passe dans le droit du travail et qu'ils pensent que ce qui se passe chez eux, c'est bon. Et donc, du coup, ils s'en accommodent. Ceux qui veulent lancer le changement, soit ils sont muselés, sont arrêtés ou bastonnés. Enfin, c'est la terreur. Donc, si ces gens-là qui sont terrorisés n'ont pas d'appui à l'étranger, c'est pour ça qu'ils ont peur. Si seulement on veut le faire rencontrer des personnalités à l'étranger qui peuvent les défendre en cas de quelque chose, et bien là, il y a des gens qui sont prêts à se lancer. On va essayer de contacter certains syndicats, mais qui ne sont pas affiliés au parti unique, parce que le parti chez eux, dans ces pays-là, le parti dirige l'État, alors que c'est le contraire. Il faut discuter, il faut parler. Le parti ne peut pas se substituer à un État. C'est ça qui se passe malheureusement dans certains pays où est installée la dictature. Donc, en tout cas, pour toi qui as siégé là, qui connais ce système-là, tu pourras nous en parler un de ces jours pour qu'on puisse informer nos compatriotes. D'accord. Alors, il faut savoir que, il me semble bien, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait, alors je ne sais plus si c'est un ou deux syndicats du Congo-Brazzaville
qui était aux réunions de la CEC Afrique. Hein. On va se renseigner. Voilà. On va se renseigner. Alors, je ne sais plus lesquels, mais il me semble bien qu'il y en avait un ou deux qui y allaient. Il y a presque tous les pays africains qui sont représentés à la CEC Afrique. Tous les pays sont représentés. D'accord. Voilà. Donc, tous les pays du monde sont représentés à la CEC. Afrique ou Europe, bon, en Europe, on n'en parle pas parce que l'Europe, on va dire qu'ils sont déjà bien organisés, même si, comme tu viens de le dire, ça commence à avoir des futurs. Oui, oui. Bon. Oui, effectivement, mais le problème, moi, ce qui me semble en Europe, c'est que on est un peu en manque de combativité, où elle est assez douce, cette combativité. Alors qu'il me semble qu'en Afrique, il y aurait une volonté notamment des jeunes, de la population, de vouloir faire des choses, mais le problème, c'est qu'ils ont du mal à s'organiser, à trouver comment faire, et voilà. Sans avoir de conflit politique. C'est pas du tout en cherchant d'avoir une opposition politique ou pour ou contre. C'est vraiment d'essayer de travailler à l'amélioration des conditions de travail. Mais elles sont tellement difficiles sur le continent africain qu'on part de très loin, qu'il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant. Mais ça passera, à mon avis, aussi par des ONG, des organisations non gouvernementales, parce qu'il faut avoir plusieurs regards. Il faut avoir des regards extérieurs, mais surtout, alors c'est ce que je disais toujours aux copains africains, moi je peux être là pour réfléchir avec vous, mais au final c'est vous qui savez le mieux comment vous devez faire. C'est pas moi avec mes yeux d'Européen qui vient d'Europe qui vais vous dire ce que vous avez à faire et comment il faut le faire. Par contre, on réfléchit ensemble, ça oui. On essaie de trouver des pistes, mais au final c'est vous qui décidez. Effectivement, c'est à eux de décider. Nous, ici, on peut leur donner que des orientations. Voilà. Réunissant, en disant, parce qu'ils ont là où ils sont, ils ont leur réalité. Les réalités africaines ne sont pas les réalités en Europe ou en France. Nous, ici, on respecte le travail, on respecte le droit du travail. Et c'est même dans la Constitution. Alors, est-ce que dans ces pays-là, le droit du travail est respecté? Est-ce qu'ils ont des inspecteurs de travail? J'en connais un avec qui j'ai parlé, mais il dit, je ne peux pas tout vous dire parce qu'on est surveillé. Il est un inspecteur de travail quand même. Il a la peur de parler. Parce qu'effectivement, la dictature est ancrée jusque dans les os. Il va falloir dépolitiser le syndicat. Le syndicat n'est pas un ennemi du politique. Le syndicaliste est là pour faire avancer les droits des travailleurs. Parce qu'un pays où il n'y a pas de travailleurs, c'est un pays qui n'avance pas. Dans ces pays où nous sommes en Europe, c'est le travail qui fait avancer beaucoup de choses en Europe. Les impôts, les taxes, tout ça, c'est le travail. Or, dans les pays du Sud, ce n'est pas le travail. C'est l'extraction des matières que eux ils captent par la suite et le pays n'avance pas. Donc, la population émigre à l'étranger. Voilà. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, et tu l'as dit toi aussi, les gens qui travaillent, ils travaillent dur. Hein. Moi, je vois les gens ici travailler très très dur. Et je te dis souvent, la plupart, c'est 6 jours par semaine. Ils comptent pas leurs heures. Ils s'appellent le soir pour des renseignements, pour voir comment ils peuvent améliorer les choses. Donc, voilà, ils sont vraiment pris dans leur travail, alors qu'ils sont souvent très mal rémunérés. Voilà. Et en même temps, à côté de ça, tu as une grande partie de la population qui n'a pas de travail, et notamment des jeunes. Et justement, il faut les occuper, ces jeunes. Et le travail, c'est une occupation. Parce que il faudrait pas qu'ils traînent trop dans les rues, ou tu vois. Tu viens de dire un très bon mot, il faut occuper les jeunes. Et ce qui manque dans les pays africains, comment peuvent-ils occuper les jeunes?
Et même les étudiants qui vont à l'école, beaucoup ne sont pas boursiers. Quand un étudiant n'a pas de bourse, comment il peut payer le transport? Comment il peut s'alimenter à l'école? Et même payer son logement. Et ça, les États africains, ne pensent même pas à ça. À part quelques pays, quelques États africains du côté de l'Ouest là-bas, où ils prennent en considération les étudiants à l'Est, mais pas dans ces pays comme l'Afrique centrale ou même l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut améliorer les conditions de vie et des étudiants, mais aussi des travailleurs. Et regardez, là nous sommes en période de canicule, aujourd'hui en France. Déjà, le politique est en train de légiférer pour comment peut-on défendre les personnes âgées. Ils sont en train de faire tout leur possible pour donner des moyens pour aider, pour protéger la personne âgée. Mais en Afrique, non. Mais alors là, tu vois, Nestor, moi, il y a une question que je me pose, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a la canicule. En 2003, quand il y a eu la grosse canicule, c'était Chirac qui était au pouvoir, et le gouvernement a décidé de supprimer un jour d'RTT pour financer pour les vieux. On est en 2024. Pardon, on est en 2026. 2026. Et on se repose le même problème. Où est l'argent qui est passé pour les personnes âgées et tout ça? J'avais quelqu'un hier soir au téléphone qui me disait qu'il y a des hôpitaux qui ont été construits où il n'y a pas de clim que dans les parties collectives. Moi, je trouve ça quand même un peu bizarre, tu vois. Ça n'incite pas non plus les gens à faire... ils font de la solidarité. Mais si tu décides, tu dis, bon, je suis prêt à travailler un jour gratuit, puisque cet argent ira pour aider les personnes, et que 20 ans après, plus de 20 ans après, on se repose les mêmes questions, voilà. Eh bien, ça, c'est le politique. Ça, c'est le politique. Et donc, on se rend compte, même dans les pays où nous sommes le pays développé, il arrive que le politique aussi ne fait pas les choses comme il se doit. Voilà, je voulais dire, c'était pour te faire dire que on parle beaucoup de l'Afrique, des problèmes politiques de l'Afrique. Alors c'est vrai, certes, ils sont là, mais je pense qu'en Europe, il y en a aussi, mais qu'on les voit beaucoup moins, ils sont plus feutrés, mais ils existent aussi. Mais il faut savoir, mon cher Didier, que nous avons un gros problème qu'on doit gérer ensemble. Nous, en Occident et là en Afrique, c'est le climat. Tout à fait. Parce que le climat aujourd'hui, on le voit dans les pays, par exemple, je parle de l'Afrique équatoriale, parce que c'est là où il y a une grande forêt, au Brésil, ils sont en train de couper le bois. Et si nous n'avons plus ce bois qui nous donne quand même de l'oxygène, notre climat aujourd'hui est en péril. Et là, les syndicats aussi doivent prendre ce sujet-là en main. Ouais. Le sujet du climat. Et on en parle beaucoup dans notre ancienne maison respective, la CFDT. Ils parlent beaucoup du climat et j'entendais là parce que actuellement se déroule le congrès confédéral qui a lieu tous les 4 ans et qui a commencé donc lundi et qui se termine vendredi. Et bon, je l'ai pas suivi en entier, mais les quelques passages que j'ai suivis, dont elle parlait du défi climatique et que les salariés, c'est une préoccupation syndicale aussi. Les conditions de travail des gens qui travaillent à l'extérieur, qui sont mis au froid comme au chaud. C'est dans les deux sens. Hein. Comment trouver des solutions. Ça va aussi avec les problèmes même ça, le syndicalisme réfléchit aussi sur l'urbanisme. Quand une grande partie de la police... Alors, c'est un peu moins vrai, ça commence à être un peu moins vrai, mais à un moment donné, en Île-de-France, la plupart des bureaux étaient dans l'ouest parisien, ce qu'on appelait, et la plupart des gens habitaient dans l'est parisien. Donc, ça faisait des transports très longs, avec des gros bouchons pour les voitures, de la pollution, ou des moyens de transport RER et tout, qui étaient souvent en panne et tout ça, en plus quand il fait chaud, quand il fait froid. Et donc, pourquoi mettre tous les bureaux d'un côté et mettre toutes les habitations à l'opposé? Ce qui faisait les temps de déplacement pour les salariés importants
et du coup qui sont moins productifs quand ils arrivent au travail parce qu'ils sont fatigués. Quand tu perds une heure et demie de trajet à l'aller, une heure et demie de retour le soir, ça veut dire qu'en gros, dans ta journée, tu as déjà 3 heures de transport. Voilà, ça atteint aussi et pour la productivité au bureau et sur la santé mentale et physique des personnes. Donc voilà, tout ça, ça fait partie, c'est aussi un intérêt syndical, le climat, tu as raison. C'est un enjeu important à mon avis, on en parle quand il fait très chaud ou très froid, mais le reste de l'année, après, on n'en parle plus. Moi, je pense que Didier, tu as raison. Le congrès qui se passe à Bordeaux de la CFDT, ils en ont parlé, j'ai entendu, le défi climatique. Et je vous donne un exemple. Au Congo, il y a du bois chez eux au Congo. Mais il a été interdit ou bien limité la coupe du bois. Mais j'ai vu un reportage où le bois passe par Ouesso, donc dans le nord, et qui va au Cameroun, et ça passe en Chine. Donc la Chine exploite le bois alors que ça a été interdit. Et ce bois qui passe par le Cameroun pour aller en Chine, comment c'est payé? Et puis là, on va parler du climat. Mais le climat, c'est tout cela. Si vous coupez du bois, il faut replanter. Ils ne plantent pas, ils coupent. Et la population dans ces zones-là, elle souffre. Parce que beaucoup de populations ne vivent que de la forêt. Et la forêt, elle est déboisée et non replantée. Donc, les syndicats n'ont même pas le droit d'aller visiter là où se passe la coupe de bois. Interdit. Il y a la police partout. Donc, l'État ou bien le politique est responsable, sinon lui-même aussi, et dans cette façon-là de gérer le bois dans ces pays-là. Donc, le climat, aujourd'hui, est dégénéré. Aujourd'hui, moi, je suis ici, tout à l'heure, j'avais 40 degrés, là, je suis à 39 degrés. C'est fort dans ces moments-là, à part en 2003 où il y avait une grosse canicule. Ces dernières années, il y avait 2022 aussi, mais là, aujourd'hui, 2026, ça fait beaucoup. Et on ne sait pas comment ça va faire demain. Parce qu'on nous dit que c'est pas fini jusqu'à dimanche prochain, cette canicule. Donc, vous qui avez cette chance-là, parfois de rencontrer des personnalités, il faut leur en parler. Il faut une gestion humaine des ressources du monde. Les ressources n'appartiennent pas à un pays. Ce sont les ressources du monde. Et tout le monde peut en profiter. Mais effectivement, il y a des droits qu'on doit respecter. Moi, je voulais aborder un sujet. Alors oui, juste encore une chose, parce qu'on parlait du congrès CFDT. Il se trouve que cet après-midi, en début d'après-midi, c'était l'intervention des invités internationaux. Et donc, il faut savoir qu'il y avait 64 personnes qui représentaient tous les continents. Afrique, Amérique, Europe, bien sûr, je crois Asie aussi. Donc ils étaient là. Alors tout le monde peut prendre la parole parce que ça fait beaucoup de personnes, mais il y a eu quelques interventions sur les difficultés de plus en plus difficiles de faire du syndicalisme dans certains pays, dans certains continents et dans certains pays. Voilà. Ça, c'était concernant le congrès de Bordeaux qui a l'air de bien se dérouler. Aussi avec une très forte chaleur, il fait 40 degrés à Bordeaux actuellement, ils m'ont dit. Mais pour revenir sur l'Afrique, moi, il y a une chose qui me fait un peu peur, mais alors là, je le vois parce que je suis très concerné par l'Afrique, mais c'est globalement, on a ça en Europe partout, c'est la montée du nationalisme. Et là, je prendrais avec ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, où tu as des ressortissants du Ghana, du Nigeria, du Malawi qui sont renvoyés, qui sont pourchassés. Alors bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas de boulot, mais il y avait des gens qui avaient du boulot, qui sont pourchassés. Là, je voyais les avions, ils partaient à toute vitesse. Le gouvernement a prévu des avions pour les rapatrier. Et en plus, je trouve que c'est doublement emblématique en Afrique du Sud, après ce que l'Afrique du Sud a vécu avec l'apartheid, entre blancs et noirs, comment des frères
noirs peuvent se faire des choses pareilles, quoi. Je veux dire, la solidarité, moi, c'est quelque chose d'important, c'est pas juste un mot. Et l'Afrique est un pays riche, l'Afrique du Sud est un pays riche, même si je sais qu'ils ont des grosses difficultés. Voilà, c'est comment on peut admettre qu'on chasse des gens par rapport à leur nationalité, comme en Tunisie, hein, où on chasse les Noirs, comme ils disent les Sud-Africains, mais ils sont africains les Tunisiens. Et au sud de la Tunisie, tu as des Tunisiens qui ont la peau noire et qui ont été arrêtés à une époque. Donc voilà, je trouve que c'est très problématique, alors que pour moi, l'histoire de l'Afrique, c'était lié au panafricanisme, que tu as encore quelques politiques qui réclament du panafricanisme, et je me dis, comment on peut faire un panafricanisme quand les gens sont de plus vouloir, pas souverainisme, mais de plus en plus nationalisme, c'est pas très compatible. Et du coup, on sent beaucoup moins la force de l'Union africaine que du temps où il y avait l'OUA. Moi, je me souviens, l'OUA, j'étais jeune, on parlait beaucoup de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine, c'était quelque chose d'important, qui prenait des positions. La LUA, je sais que la CSC Afrique, je pense qu'on en parlait quand j'étais, lors de ma dernière réunion avec eux, c'était que de voir pour avoir un bureau à Addis Abeba, à l'Union africaine. En même temps, je me dis que c'était une bonne chose, et en même temps, je me dis, mais vu les décisions qu'ils prennent, mais c'est pareil. Comment l'Union africaine peut arriver déjà à s'entendre entre elles, et quand on sait en plus que son budget à 70% est financé par l'Union européenne. Oui. Donc il y a un problème d'autonomie par rapport à ça aussi. Oui, Didier, moi, je m'étais posé la question, je me suis disputé avec quelqu'un. J'ai dit, mais à quoi sert l'Union africaine? À rien. Déjà, ils n'ont même pas défendu la Libye. Déjà, ils voulaient aller attaquer l'AES. Mais est-ce que l'Union africaine ne sait, il n'y a pas de diplomates pour négocier? Ils sont payés grassement pour rien. Moi, en tout cas, je peux aller plus loin. Il faut dissoudre l'Union africaine. Elle ne sert à rien. Je ne sais pas si on pourrait la dissoudre, mais je me dis que quelque part, alors je suis peut-être trop optimiste, c'est un peu comme l'ONU. L'ONU a été très fortement attaquée ces derniers temps, et notamment avec le conflit au Moyen-Orient, où tu as des pays, et notamment, pour ne pas les citer, enfin, on va dire les gouvernements, Netanyahou et tout, qui s'assied complètement sur les résolutions onusiennes, qui est même condamné par la Cour de justice internationale, mais qui vit sa vie tranquillement. Donc, c'est une attaque en règle sur tout ce qui est institution internationale. Et Trump avait décidé de créer le Conseil de la paix, où il fallait verser 1 milliard pour être adhérent. Chaque pays devait verser 1 milliard pour être adhérent. C'est lui qui était président, et on ne sait pas jusque quand, hein, ça pouvait être à vie. On ne connaissait pas l'organisation. Donc, il y a eu très peu de pays, finalement, ça ne prend pas. Mais c'était en attaque contre l'ONU. Moi, je pense qu'il faut, à mon avis, au contraire, renforcer ces institutions, parce que je crois beaucoup. Et le problème de l'UA, c'est que il faudrait des leaders charismatiques pour faire ce qu'a fait de leur temps. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire comme eux, je ne suis pas un fada de Kadhafi ou de Nasser, mais c'était des gens qui avaient du charisme et qui ont fait des choses. On pouvait être d'accord ou pas, il y avait des positions. C'est c'est des gens qui ont fait des choses, qui ont créé des choses. Donc voilà, moi je sais pas, mais je pense que ça pourrait être des institutions qui pourraient appuyer les syndicats. Oui, mais tout à l'heure, mon cher, je ai dit que 70% du budget de l'Union africaine est financé par les étrangers, c'est-à-dire l'Union européenne. N'oublions pas la Chine. La Chine aussi finance en partie l'Union africaine. Donc, ils ne sont pas indépendants. Donc, toutes les décisions qu'ils peuvent prendre, ils doivent d'abord les présenter à ceux qui financent, on dit c'est bon ou c'est pas bon. Après, un peu maintenant, pouvoir les appliquer. Ce n'est pas comme si tu es à la maison, tu dis maman, je veux dire à ma femme, est-ce que je peux manger maman? Il faut que tu demandes dehors le monsieur qui t'a donné l'argent. Non, ça se concerte en tant que personne adulte pour voir les réalités de l'Afrique, comment on peut avancer. Or, aujourd'hui, on venait de dire que l'Afrique,
c'est un continent pauvre. Mais quand on voit bien, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a été appauvrie, ou bien elle est appauvrie par les dirigeants eux-mêmes qui appauvrit leur propre pays. Parce que ils sont corruptibles. Et comme tu viens de dire, on n'a plus personne qui a cette fibre-là du panafricanisme. Oui, non, Alors, je suis bien conscient et je commence à voir, et je suis qu'au début, hein, mais bon, comme j'ai quand même fait 4 ans avant et avant en Afrique, la place de la chefferie, la place des ethnies qui sont très importantes. C'est pour ça qu'on peut pas tout calquer, on peut pas faire tout comme en Europe parce que ça va pas marcher. Si tu veux, il faut adapter les choses aux réalités quotidiennes des gens qui sont là-bas. Alors, c'est pour ça que moi je disais, moi je peux réfléchir avec vous, mais je peux pas me décider. Et au final, c'est vous qui décideront, qui trouveront la solution, parce que vous connaissez mieux le terrain que moi. Moi, je suis pas africain, même si j'aime ce continent. Dans ma tête, j'essaye de penser, mais c'est pas évident. Et je commence à prendre en compte et à bien comprendre toute la place qu'a l'ethnie, le village, tout ça, c'est important. Et ça, il n'y a pas en Europe. Donc, pour l'instant, il faut faire avec. Et peut-être que c'est une bonne chose qui est ça, parce que ça a comme toute chose, il y a du bon et du mauvais. Parfois, je me dis qu'en Europe, on aurait besoin de chefferies ou des choses comme ça, tu vois, pour régler les problèmes entre la palabre et tout. Ça, je pense que c'est du positif. Mais alors, c'est comment lié avec le modernisme, avec le politique, voilà. C'est un peu un tout, quoi. Que chacun soit gagnant-gagnant. Si on veut moins de corruption, si on veut que ce continent s'en sorte, que ces pays s'en sortent, que les Africains s'en sortent, il faut que chacun gagne quelque chose. Il faut que chacun gagne quelque chose. Oui, en réalité, c'est qu'une partie qui gagne quelque chose. Et cette partie-là, c'est cette partie qui gouverne. Les gouvernants sont souvent de même ethnie, de la même famille. Et donc, ils captent l'économie d'un pays et les autres qui ne sont pas de leur, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Il va falloir qu'on arrive, ce que tu venais de dire tantôt, que prendre en compte aussi nos coutumes, nos us et coutumes. L'oncle est respecté. Il y a aussi la tante. Voilà, toutes ces coutumes-là aujourd'hui qui n'existent plus en Afrique parce qu'effectivement, ils veulent suivre le modernisme. Mais moi, je me dis, on vient de fêter le mois de mai, le mois de l'esclavage. Quelque part, je dis ça souvent, les gens m'attaquent. Est-ce que l'homme africain est entré vraiment dans l'histoire? Alors, je pense, moi, maintenant, pour vivre un peu, enfin, pas vivre un peu, pour vivre ici, il y a plusieurs choses, mais j'avais déjà remarqué dans des pays, d'autres pays africains, c'est qu'il y a un complexe d'infériorité. La plupart des Africains ont un complexe d'infériorité par rapport aux Blancs. Et je pense que ça, c'est une vraie problématique. Je vois bien, moi, on voit que tu es blanc, on te fait passer souvent avant, ou on te fait une priorité. Alors, il y en a qui me disent oui, c'est parce que tu es l'invité, tu es l'étranger, donc c'est une question d'accueil et tout. Mais bon, par exemple, j'ai été dans des pays, dans des institutions, dans des ministères de pays, où les gens du pays veulent faire la queue avec les militaires. Moi, j'arrivais là pour déposer une demande de rendez-vous. Le militaire me faisait passer devant tous les personnes de ce pays, et moi, je voulais pas passer. J'étais dans la queue, je restais dans la queue, et on me faisait signe, 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 il insistait. Alors, je me disais, bon, je vais pas avoir des histoires. Donc, j'avançais. Et puis, il me disait, vous voulez quoi? Je dis, voilà, je voudrais juste déposer une demande de rendez-vous et savoir à qui il faut que je l'adresse. Il me dit, ben, vous allez au 2e étage. Et me voilà parti dans le ministère, tout seul, sans rien. J'aurais pu faire ce que je voulais, enfin, avec mon collègue. À deux, on était dans le ministère, alors que les autres attendaient toujours, les gens du pays attendaient toujours pour rentrer. Nous, on nous fait partir comme ça, on aurait pu faire ce qu'on voulait dans le ministère. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes, on était dans les couloirs. Il y a une dame qui sort d'un bureau qui dit, mais vous voulez quoi? Je dis, ben voilà, je voudrais déposer une demande de rendez-vous parce que je dois voir quelqu'un au ministère des Finances de ce pays. Elle me dit, asseyez-vous là.
10 minutes après me faire rentrer dans un bureau, je m'assieds devant un monsieur qui me dit, je suis le directeur de cabinet du ministre. Et tout ça s'est passé comme ça. Alors que je pense que la personne du pays va attendre je ne sais pas combien de temps pour même pas voir, pour voir le directeur de cabinet. Voilà. Ou dans une autre agence d'Air France où j'ai presque failli faire un scandale parce que je ne voulais pas aller devant les gens. Je m'étais mis dans la queue avec les gens du pays. C'était le même pays. La fille me disait, venez, venez. Je disais, mais non, j'attends dans la queue. Je n'ai pas à passer après ni avant. Je ne suis pas malade, je suis bien. Donc, voilà, je fais la queue. On m'a dit, non, 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 il faut passer. Donc, je pense que même ici, parfois, on me dit, ah oui, bon, c'est un blanc, il n'aura pas de souci. Ou voilà, on fait une priorité. Alors, je sais que ça part d'un bon sentiment. Alors, il y en a, ça part d'un bon sentiment, tu vois. C'est aussi, après, c'est une question de, aussi, quand tu es un peu âgé, c'est comment ça s'appelle? La reconnaissance de l'âge, c'est je sais plus comment on dit, le respect de l'âge et tout. Ça, c'est une bonne chose aussi, hein. Je vois ici, je vois des enfants, comment ils respectent leurs parents, leurs grands-parents. Quand un parent a dit quelque chose, ben, l'enfant, il fait. Je me dis parfois en Europe, on a du mal à faire ça, nous, hein, les enfants. Voilà. Donc, tu vois, tout n'est pas mauvais non plus. Il y a des choses qui sont positives. Je pense que l'éducation, il y a des bonnes choses en Europe, il y a des très bonnes choses aussi en Afrique. Voilà. Mais moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est vraiment très important. Ça illustre l'éducation que l'Africain a. Mais aujourd'hui, si cette éducation-là est mise en difficulté, parce que le politique ne fait pas ce qu'il devrait faire. Le politique, regardez même l'éducation nationale. Dans certains pays ou dans l'école, les élèves s'asseyent par terre. Oui, il y a des élèves, même dans les universités, les amphithéâtres, les gens n'ont pas de table banc pour s'asseoir. Comment peut-on avoir une bonne éducation quand on... ça fait, donc, ok. Donc, ok. Alors, donc, mon cher Didier, on a beaucoup parlé. Je pense que je te donne le mot de fin par rapport à ce qui s'est passé à Genève. Si tu as des nouvelles d'Anselme, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comme ça, on verra la prochaine fois. Le moment très important qu'il y a eu à Genève, c'était la signature, une ratification concernant les travailleurs des plateformes pour leurs conditions de travail. C'est un grand moment, de ce que j'ai vu, parce que je l'ai suivi par téléphone portable et par ordinateur. C'était le grand moment. Cette signature, parce que comme je disais, il y a 3 ou 4 commissions, j'ai plus les thématiques des commissions. Il y avait une commission sur les travailleurs des plateformes, sur leurs conditions de travail. Et c'était quelque chose qui était très suivi, à part la commission des normes, qui définit la commission des normes, c'est la commission où je disais tout à l'heure, où les pays, il y a une liste de pays qui passent, et ce sont les pays qui respectent le moins les droits des travailleurs. Et quelque part, c'est comme un tribunal, sauf que il n'y a pas le pouvoir de coercition. C'est juste de dire, attention, vous, et de mettre au banc de tout le monde les pays qui ne respectent pas les travailleurs, les droits des travailleurs. Mais pour en revenir, donc, c'est cette ratification de ce traité concernant les travailleurs des plateformes qui est importante. J'ai noté et la commission des normes travailleurs de plateforme. Donc, je me retourne auprès de mon syndicat pour savoir de qui me trouve peut-être les notes qu'ils ont prises ou peut-être s'il y a eu des lois qui sont sorties pour pouvoir me rendre compte, surtout sur ces 2 commissions-là. Alors, juste une chose, ce qui est triste aussi c'est une institution comme l'ONU. C'est-à-dire que les pays ratifient. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut essayer que à cette réunion, il y a 198 pays qui sont représentés. Ouais. 198 pays qui sont représentés, comme je le disais, tripartite, gouvernement, syndicat, patronat. Ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur les définitions et sur les conclusions.
Et sur cette conclusion-là, sur la plateforme des travailleurs, c'était un moment parce que les gouvernements, le patronat et les syndicats se sont mis d'accord et ont trouvé. Alors le problème, c'est que la majorité des pays ratifient, mais c'est pas parce qu'ils ratifient qu'ils mettent en œuvre. Ratifier, c'est pas mettre en œuvre. Alors parfois c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, parfois c'est parce qu'ils ont pas envie. Ils ratifient pour faire la bonne figure, mais une fois que c'est ratifié, il n'y a pas moyen de les obliger à mettre en œuvre. Après, un syndicat peut très bien dire attention, vous avez ratifié. Ça, c'est le rôle du syndicat de dire au pays, mais attendez, vous avez ratifié ça, c'est important, et de se plaindre auprès de l'OIT s'ils ne le font pas. C'est tout un travail, ça. Mais ça veut dire d'avoir déjà des militants qui sont bien formés, qui connaissent bien les structures et les rouages. Voilà. Donc, c'est ça le dernier mot, avoir des militants bien formés. Notre boulot maintenant, c'est de bien former les militants syndicaux dans les pays où il y a une faillite, une défaillance du militantisme syndical. Parce que sans syndicat, c'est compliqué de faire fonctionner les droits du travail. Parce qu'un travailleur, il a des droits, mais aussi il a des devoirs. Merci beaucoup pour cette invitation, et puis bon courage à vous. Et merci beaucoup. À bientôt, mon cher Didier. À bientôt, Nestor. Au revoir. Au revoir.